avec vous. Également, je salue mes deux collègues, Clara. Bonjour Alain. Vous allez bien ce matin? Très bien. Oui, ça va bien. Mon nom est Éric Dufour. Je suis le leader national chez Raymond Chabot pour tout ce qui a rapport au volet de relève entrepreneuriale. Et également, je suis titulaire d'une pratique en ressources humaines stratégiques. Je me spécialise dans la transition des organisations. Nous avons aussi un beau comité national en transfert d'entreprise et d'organisation avec des représentants dans chaque région du Québec. Mon collègue Alain et Clara, mes deux collègues, font partie de cette dynamique-là. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner beaucoup d'entreprises et d'organisations à travers tout le Québec, à travers leurs défis de management, de transition. Donc, bien oui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alain Tremblay. Bonjour Alain, bon matin. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bon matin, Éric. Bien, merci de l'introduction. Effectivement, Alain Tremblay, je suis associé chez Raymond Chabot. En pratique également de relève d'entreprise, donc j'accompagne des PME et des organismes dans le processus de relève, puis d'accompagnement et surtout de rétention de la main-d'œuvre, qui est un enjeu important ces derniers jours. Merci beaucoup, Alain. Donc, bonjour Clara. Tu peux te présenter toi pareillement? Oui, donc Clara Demers, je suis directrice principale dans le groupe Transformation des affaires. Je suis leader de pratique aussi au niveau de la relève pour le groupe Transformation des affaires et leader de pratique aussi en ressources humaines. Donc, on sait que c'est étroitement lié. On va en discuter là aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Donc, ce matin, nous avons 1 heure. Nous allons avoir un exposé d'environ 50 minutes. Il y aura une période de questions. Nous voulons nous voulons vous amener finalement à identifier des pistes d'action. Je comprends qu'à travers tout le nombre de participants que nous avons, vous avez plusieurs situations différentes. Donc, on a réfléchi à vous concocter une présentation pour vous donner des outils, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Au tout début, je vais faire une mise en contexte et par la suite, j'irai plus profondément avec Clara et Alain concernant des activités plus pointues pour la mise en place de notre sujet, notre défi. Donc, pour débuter, nous avons utilisé un titre qui est important, qui est pertinent pour nous tous dirigeants, la relève comme outil de rétention de la main-d'œuvre. Donc, j'ai ici quelques statistiques, mais avant tout, je voudrais mettre en perspective la réflexion que nous faisons ce matin. Nous faisons face présentement, évidemment, à une pénurie sans précédent, et que ce soit dans l'entreprise privée ou l'entreprise publique, parapublique, nous avons tous une quête présentement, c'est de retenir et d'attirer nos talents. Donc, la perspective de la présentation de ce matin, et surtout ce que nous travaillons le plus comme consultants et comme conseillers sur le terrain, c'est de donner des outils face à une situation, je dirais, qui s'est polarisée beaucoup depuis la COVID. La COVID a donné un rendez-vous à des personnes qui se sont rencontrées. Ils ont un rendez-vous avec eux-mêmes et réfléchi beaucoup plus pointu sur leur chemin de vie, leur chemin de carrière. Donc, nous faisons face à des situations où les gens connaissent davantage leur chemin de vie. Ils ont également davantage des intérêts de faire partie du plan, d'être dans le coup. Donc, nous avons tous l'obligation de réfléchir beaucoup plus en mode collectif et comment nous pouvons finalement faire un pacte avec les gens pour conserver nos talents autour de nous et surtout en attirer également. Donc, quelques statistiques. On parle de 64% présentement des entrepreneurs qui indiquent une limitation de leur croissance due à la pénurie de main-d'œuvre. 61% également qui doivent augmenter leur heure de travail ainsi que celle de leurs employés clés. On parle de 55% des PME qui ont des difficultés à embaucher présentement. On parle de 49% des entrepreneurs qui doivent augmenter le salaire et améliorer les avantages sociaux. Vous êtes tous sûrement en révision salariale pour plusieurs. Une inflation très certaine qui approche. 44% des entrepreneurs ont dû retarder la livraison de commandes aux clients et de services parce qu'ils sont incapables de les remplir. J'ajouterais une situation que nous vivons tous. C'est également une perte de productivité due au roulement des personnes d'une adresse à l'autre. Donc, c'est important au Québec. Quelqu'un qui part d'un siège à l'autre amène une double perte de productivité qui n'est pas sans importance, c'est majeur. Donc, également,
d'autres statistiques importantes et surtout préoccupantes. Pourquoi ce matin on se parle et pourquoi on parle d'un titre comme la rétention de main-d'œuvre? Quand on parle de relève entrepreneuriale, ça fait depuis 2003 que je me promène dans le Québec pour parler de relève entrepreneuriale et c'est la première fois qu'on utilise l'angle de la main-d'œuvre. Bien parce qu'on a une préoccupation au Québec sur la santé globale, la santé psychologique. Et ici, on a des statistiques qui nous parlent de 45% des chefs d'entreprise qui ont des problèmes de santé psychologique. On parle de 43% qui disent travailler beaucoup plus d'heures qu'auparavant. Un autre sondage, la BDC, qui parle de 39% des chefs d'entreprise qui sont déprimés au moins une fois par semaine et 64% se sentent fatigués avec peu d'énergie. Eh bien, ça nous apporte le signal certain qu'il faut revoir nos façons de faire. Et chez Raymond Chabot, la façon que nous intervenons avec nos clients, c'est de réfléchir sur un mode beaucoup plus collectif qu'autrefois. Donc, nous avons beaucoup de demandes présentement de nos clients, soit des PME qui viennent nous voir comment intégrer nos employés à l'actionnariat pour pouvoir mieux les retenir, qu'ils fassent partie du plan, qu'ils fassent partie du coût. Nous avons également des organisations qui se questionnent comment mieux retenir leur talent à travers leur modèle d'équipe. Donc, c'est des sujets qu'on va vous parler aujourd'hui, qui sont très opportuns dans le contexte d'une fatigue accumulée entrepreneuriale que nous ressentons au Québec. Donc, avec ces constats-ci, il est certain que nous devons revisiter nos façons de faire, nous devons revisiter nos processus de décision, nous devons revoir nos gouvernances d'organisation. Nous avons un rendez-vous et nous devons nous téléporter quelque part ailleurs. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous ce matin, vous donner ces outils-là. Donc, comment mieux préparer la relève interne? Comment mieux se gouverner en équipe et d'être beaucoup plus dans un mode horizontal que le mode vertical? Nous ne sommes pas tous préparés à ça. Et le signe que nous avons sur le terrain est très clair à cet égard. On continue dans la mise en contexte pour vous apporter d'autres perspectives importantes. Donc, on va parler des différents stresseurs. Les entrepreneurs québécois ou les dirigeants d'organisations ont toujours vécu finalement avec des objectifs, avec, je vous dirais, un contexte quand même, avant la pandémie, un contexte tout de même de croissance, une économie qui se portait assez bien. Arrive cette crise majeure-là qui nous ramène vers un fait majeur. D'autres organisations, ce sera autre chose, peut être un incendie, peut être une coupure de service, mais ici, on va utiliser la pandémie que nous avons vécue. Donc, qui a rehaussé l'importance de certains stresseurs pendant cette période-là. On a observé le comportement des gestionnaires et beaucoup d'éléments qui, autrefois, faisaient partie de la tâche d'un gestionnaire, d'un dirigeant, que maintenant, ils sont identifiés comme des stresseurs très grands. Donc, ce qui amène une polarisation beaucoup plus importante et qui nous amène avec un nombre beaucoup de dirigeants et d'entrepreneurs au Québec qui veulent passer à un modèle différent. Parce qu'ils ont des stresseurs qui les impactent beaucoup plus qu'auparavant. Et ici, j'en ai quelques-uns. Gestion de liquidité de trésorerie. On a tous vécu ce défi-là. Des organisations présentement qui sont en croissance à travers ces crises, mais ça amène quand même beaucoup de casse-tête à cet égard. D'autres organisations ont vécu des difficultés, n'en vivent encore, si on pense à l'industrie touristique, etc. Donc, le stresseur de la liquidité nous amène à penser à un besoin peut-être d'accompagnement à cet égard. Je suis en train de vous amener vers le collectif. Des stresseurs beaucoup plus grands au niveau des modèles d'affaires, des modes d'approvisionnement des organisations. Un stresseur beaucoup plus grand sur le comment retenir mes talents parce qu'il y a une fuite de talents, il y a un mouvement qui crée beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Des stresseurs majeurs sur les défis technologiques, d'être dans le coup, d'être en avance. Des stresseurs majeurs au niveau de nos courbes de revenus. Des stresseurs majeurs au niveau du comportement et du mouvement de nos parties prenantes. Donc, chez Raymond Chabot Grant Thornton, nous avons mis en place une pratique sur le diagnostic de santé globale pour aller identifier les stresseurs et mettre en place un plan d'action qui va calibrer finalement les stresseurs de nos gestionnaires pour les amener vers un mode beaucoup plus
collectif avec une décentralisation des décisions et avec un relâchement finalement face à certaines responsabilités. On parle de dirigeants de PME. La moyenne, je vous dirais que si on n'a pas les statistiques précises ici, mais on les connaît, l'entrepreneur moyen québécois a présentement autour de 58, 59, 60 ans. Ce qu'on reçoit sur le terrain, bien que pour la plupart d'eux, ils sont en croissance, on sent très, très, très clairement lorsqu'on intervient dans le cadre d'un plan de relève qu'il y a une fatigue qui pèse beaucoup plus lourd sur les entrepreneurs actuellement. Si on parle d'entreprises privées, on sait que nous sommes dans une session où il y a d'entreprises publiques et d'entreprises privées. D'autres statistiques qui vont vous amener finalement d'autres informations. S'il vous plaît, changement de page. Donc, ici, on parle de 81% des entreprises qui n'ont aucun actionnaire à l'extérieur de la famille. Donc, 63% des entreprises privées au Canada sont des entreprises familiales. 38% des dirigeants ont réduit leur salaire à cause de la COVID pendant cette période-ci. Et 30% des propriétaires de PME se disent peu ou pas confiants à la survie de leur organisation. On parle de 30% des entrepreneurs qui n'ont aucun plan de relève formel. Donc, voilà la mise en contexte où l'individu, notre travailleur québécois, est au centre de nos réflexions. Il nous pousse à bouger, à modifier nos modèles. Donc, nous sommes présentement, à ce moment, face au comment on intervient présentement. Chez Raymond Chabot, vous allez entendre parler régulièrement d'un plan, d'un plan, d'un plan. Les jeunes veulent sentir que nous travaillons sur un plan concret. Que vous soyez dans une organisation publique, parapublique ou privée, il faut se bâtir un plan avec une saine réflexion face à l'ensemble des défis que nous avons aujourd'hui en management. Donc, j'arrive face à cette section avec Clara. Clara, j'arrive avec toi dans la section parce que lorsqu'on parle d'un plan de relève, nous, on fait toujours la part des choses entre la section plus chaude et plus froide. La notion plus chaude, c'est toute la notion du management, de la gestion des RH. Tout à l'heure, Alain va arriver avec la section un peu plus froide qu'on appelle sur les enjeux financiers, la planification de l'ensemble des aspects plus techniques. Maintenant, Clara, le défi de transition. Donc, pour toi, Clara, lorsque tu accompagnes les organisations, tu vis certainement des défis de transition, tu les accompagnes face à ce défi. Oui. Ce qui est important, c'est de faire la transition, je dirais, entre les dirigeants actuels et la relève. La première étape, bien entendu, c'est d'identifier c'est qui notre relève, c'est qui nos employés clés, nos talents qu'on souhaite garder. Peut-être qu'ils vont se manifester d'eux-mêmes, mais des fois aussi, peut-être qu'on peut les identifier. Donc, c'est important d'assurer une transition. Le pourquoi de cette transition-là, pourquoi c'est si important, c'est d'assurer, bien entendu, la rétention de talent. C'est un outil de rétention de main-d'œuvre. Un plan de relève, on va garder des gens avec nous. Puis là, je parle d'un plan de relève, oui, ça peut être dans une PME, mais ça peut être aussi dans une grande organisation où est-ce qu'on va prévoir le futur, comment on veut enligner tu le dis, Éric, les jeunes, ils veulent avoir un plan, ils veulent savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est important de se doter d'un plan. Oui, pour la rétention de main-d'œuvre, pour revoir nos façons de diriger, revoir la gouvernance, parce que les jeunes, maintenant, souhaitent être impliqués. Les communications doivent être plus ouvertes. On doit mettre en place des comités, donc voir vraiment les impliquer le mieux qu'on peut, puis c'est ce qui va les motiver, c'est ce qui va les accrocher, je dirais, à nous. Puis tout ça dans un esprit de garder le cap de notre entreprise, donc de garder le développement qu'on veut faire. Donc, c'est important aussi vraiment d'avoir des enlignements clairs. Donc, on parle aussi d'avoir des planifications stratégiques. C'est ce que les jeunes recherchent et c'est ce qui les conforte, je dirais, là, dans leur emploi actuellement. Et c'est ce qui va faire que peut-être ils vont moins se promener puis ils vont être plus fidèles à nous là, en tant qu'entreprise. Il y a une tendance générationnelle très forte en Clara qui face à ce désir-là, on a la perception que les jeunes ont un désir plein de latitude, plein de flexibilité, plein de liberté, mais on sent très bien sur le terrain qu'ils veulent sentir que l'organisation a un plan clair. Oui, tout à fait.
oui, c'est vrai qu'ils veulent une certaine latitude. Je dirais, bon, on en entend souvent parler, les jeunes, bon, au niveau de l'horaire de travail, ils veulent qu'on soit plus flexible. Oui, il y a tout ce volet-là, mais en même temps, ils veulent donner un sens, je dirais, à leur travail, à leur emploi. Donc, pour ce faire, c'est important que les organisations se donnent un plan précis qui va pouvoir vraiment les enligner là, face à ça. Bon, écoute, Clara, on parle d'un plan. Oui. Donc, c'est un plan, là, c'est large comme mot, mais comment ça fonctionne, faire un plan pour les organisations qui nous écoutent, là? Les gens veulent des outils. Comment ça fonctionne chez nous? Comment est-ce qu'on enligne un plan? Oui. Les plans qu'on fait, nous, c'est vraiment, moi, c'est le côté humain. Le côté humain est très important. C'est d'aller chercher quelle est la vision et les intentions des personnes impliquées. Donc, des dirigeants actuels, comment ils voient le futur pour eux personnellement au sein de l'organisation, mais comment aussi ils voient le futur de leur organisation. Donc, on va les questionner par rapport à ça. Oui, les dirigeants actuels, mais on va aller aussi questionner les employés clés, la relève identifiée. Souvent, il y a de la relève déjà identifiée dans nos dossiers de relève. Donc, oui, on va aller les questionner aussi. C'est vraiment sous la forme d'une entrevue, je vous dirais, très conviviale, mais où est-ce qu'on va passer plusieurs points avec eux. Autant on va leur parler du management, on va leur parler de leur côté humain à eux, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, on va leur parler aussi vraiment du travail, ils se voient faire quoi dans le futur et où est-ce qu'ils projettent aussi l'organisation dans le futur. Donc, on va les questionner par rapport à tout ça, puis ça va nous permettre, on va questionner différentes personnes, puis ça va nous permettre vraiment, nous, en tant que personnes externes, d'être en mesure, on arrive plutôt à froid, je dirais, au sein de l'organisation. Des fois, on les connaît un peu, mais pas tant que ça. Donc, ça va nous permettre vraiment de nous faire une tête et puis d'être en mesure de leur faire un plan très détaillé et qui vont pouvoir le suivre dans les mois, les années à venir pour vraiment mettre en place là, soit un plan de relève ou ça peut être aussi un plan là, de développement là, au niveau de l'interne. Donc, on va vraiment les accompagner à ce niveau-là. Donc, Clara, on ouvre le jeu, là. Donc, on ouvre le jeu dans le sens que c'est sérieux. On va interpeller les gens, Oui. on va leur demander une opinion et il va falloir être conséquent. Il faut être prêt à le faire parce qu'on va générer des attentes. Donc, il faut faire une gestion des attentes. Donc, dans le plan, il y aura certainement des recommandations de Clara pour niveler, identifier les attentes, mais surtout de suivre. Oui, c'est important. Moi, je dis souvent, quand on rentre dans un dossier de relève, on ne rentre pas là, je dirais, pour pas qu'il y ait de suite. Il faut avoir une suite parce que oui, on va créer des attentes, donc c'est important. Puis, tu sais, je crois, de plus en plus, on le voit, que c'est un outil aussi pour nous permettre de conserver des bonnes personnes, mais si on veut les conserver, ces bonnes personnes-là, il faut répondre à leurs attentes, justement. Donc, oui, il faut vraiment assurer un suivi par rapport à tout ça. Et ça, on sent très fortement une croissance de cet aspect-là depuis la COVID. On sent que c'est multiplié par 10, l'attente des individus, l'impatience de certaines personnes de faire partie d'un plan de match. Et souvent, il y a des silences et il y a de longs silences avec des problèmes cachés actuellement qui risquent d'exploser si on ne se met pas en mode collectif, en mode réflexion. Tout à fait. Et puis, on le voit, oui, dans des dossiers de relève de PME, mais on le voit aussi dans des organisations, comme tu le disais tantôt, publiques, parapubliques, qui nous appellent et qui veulent qu'on les aide à monter un plan aussi pour assurer vraiment la suite s'il arrive quelque chose, s'il y a des départs. Donc, vraiment, qu'on s'assure que les gens ont des rôles et responsabilités bien définis puis qu'on les garde avec nous dans le futur. Donc, c'est vraiment une tendance très présente. On arrive justement pour la section plus précise des ressources humaines. Donc, on a un entrepreneur qui veut intégrer des gens, on a un dirigeant qui veut réfléchir à planifier puis à faire sentir aux plus jeunes qu'il y a une carrière chez eux et les attacher dans un cheminement. Donc, toute la partie des ressources humaines, ça s'explique comment ce bout-là? Bien, on doit, en 2021, 2022, on doit écouter nos employés. On le sait, tu en as parlé au début, la pénurie de main-d'œuvre est présente partout. Tout le monde a de la difficulté à recruter. Je ne dis pas qu'il faut écouter les employés à tout escient, mais il faut quand même
il faut ouvrir les communications, il faut ouvrir les canaux de communication. On n'a pas le choix. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir garder nos meilleurs talents, je dirais. Fait que de plus en plus, là, on doit vraiment travailler à mettre en place des rôles et responsabilités clairs. Les gens nous le demandent. Donc, d'avoir vraiment des rôles et responsabilités clairs, de mettre une structure en place. C'est vraiment mettre en place aussi des outils de mobilisation du personnel, des équipes. C'est vraiment une tendance qu'on voit que les jeunes nous demandent et qu'ils ont besoin d'avoir et qu'ils veulent retrouver dans leur travail maintenant. Clara, dans ce processus-là, il y a aussi toute la notion du travail et la réflexion que nous avons à faire sur les profils des personnes, leur expérience, leur personnalité et de réfléchir à l'adéquation avec les besoins des organisations et se mettre en mode changement également. On a un plan stratégique des organisations, on doit atteindre des cibles, il faut éviter d'être dans le passé. Donc, toute cette notion-là, on le vit régulièrement. On travaille beaucoup, nous, avec cet axe-là des tests psychométriques. Donc, des tests psychométriques, bien honnêtement, là, écoute, je vais m'acheter un café, ça va me coûter 2 $, puis je vais en passer un sur Facebook, sur Google, ça ne me coûtera absolument rien. Là. Parle-nous donc des tests psychométriques, parce que c'est nébuleux, ça, pour les dirigeants, les entrepreneurs. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand on passe par cette étape-là, là, les ressources sentent qu'on est dans un plan. Et ils adorent. Hein? Donc, ça ajoute un sérieux, je dirais, à la démarche. Donc, les tests psychométriques, nous, on utilise des tests psychométriques, une batterie de tests psychométriques. Tu sais, comme tu l'as dit, il y a plusieurs tests différents. Donc, nous, quand les gens, quand on propose des tests psychométriques, et je vous dirais qu'on en propose à peu près la majorité des cas de nos dossiers de relève, parce que c'est vraiment un outil supplémentaire qui va nous aider, même éventuellement pour le plan de développement des personnes et puis tout ça. Nous, ce qu'on fait passer, c'est différents tests. Je dirais que la batterie de tests à passer, ça prend à peu près plus d'une demi-journée. Là. Donc, il va y avoir des tests de personnalité, des tests d'aptitude. On va mettre les gens en situation de gestion. On va leur faire passer un panier de gestion. Il va y avoir aussi une entrevue individuelle pour aller challenger certains points qu'on a vu, qu'on a pu constater lors des tests. Donc, ces tests-là se font vraiment avec des psychologues organisationnels là, de notre équipe. Et puis, ce que ça va nous permettre d'aller chercher, d'aller valider, c'est vraiment quel est le style de leadership des gens, quelles sont leurs habiletés au niveau de la gestion, de quelle façon ils vont prendre leur prise de décision, c'est quoi les éléments qui les motivent au niveau du travail, est-ce que c'est des gens qui sont anxieux ou qui gèrent bien leur stress. Donc, il y a vraiment là une panoplie, je vous dirais, de compétences qu'on va aller voir qui vont, oui, aider les dirigeants d'entreprise pour le futur avec leurs employés, mais qui vont aider aussi les repreneurs ou les employés clés qui vont les passer pour se positionner mieux vers le futur. Puis tout ça, là, c'est une chaîne, ça va nous permettre de définir mieux les rôles et responsabilités des gens. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on les fait passer. Puis je vous dirais que c'est un outil tellement intéressant. Nous, quand les clients ne les font pas passer au début, à un moment donné dans le processus, ils vont décider de les faire passer parce que ça ajoute vraiment une plus-value. Donc, on est dans l'architecture du futur, là, du management futur. Il y a une notion qu'on va identifier pour vivre un cas que tu connais, qu'on vit tous les deux présentement, qui est un cas très délicat. Il y a une notion que nous allons identifier, c'est le taux d'anxiété. Les tests psychométriques nous permettent d'identifier cette notion. On parle de santé mentale au Québec, on parle d'un taux d'anxiété globalement beaucoup plus élevé. Maintenant, c'est très important d'aller identifier cette zone-là qui va nous amener finalement à mettre en place un plan, soit le mettre en collectif, mettre ces personnes-là en complément avec d'autres qui ont un taux d'anxiété moins élevé. Mais ça aussi, Clara, c'est important dans notre travail de se commettre, nous, puis de lever des drapeaux à cet égard. Tout à fait. Puis des fois, il y a des situations qui sont vraiment pas faciles. On a beaucoup de dossiers, on l'a vu tantôt avec les statistiques, il y a beaucoup de dossiers familiaux de relève. Des fois, il y a un père qui va être sûr que son fils va être en mesure de prendre la relève, mais peut-être qu'il manque certaines compétences. Fait que dans ce temps-là, bien, on n'a pas le choix d'adresser les choses puis de trouver une place, trouver sa place à cette personne-là. Donc, tu sais, il faut vraiment... c'est beaucoup d'équipes hein, maintenant. Avant, les dirigeants étaient beaucoup seuls. Maintenant, c'est plus des équipes, je dirais, qui reprennent. Donc, tout ce que tu dis au niveau du collectif, ça prend tout son sens parce qu'on a besoin vraiment d'être plus en mode équipe, je dirais. Là. Puis Alain, tu l'as vécu régulièrement. On en parlait hier, là, des situations
Exactement. Puis je pense qu'en complément à ça, la beauté, c'est qu'on est neutre dans un processus, puis on est là pour accompagner l'entreprise avec l'ensemble des gens dans l'entreprise. Puis c'est arrivé régulièrement qu'il y a de la relève qui pensait être la belle relève. Puis dans le processus, ils ont constaté eux-mêmes que c'est peut-être plus ça qu'ils voulaient faire. C'est peut-être pas le rôle qu'ils s'attendaient. Puis au contraire, comme Clara l'a dit, c'est arrivé à certaines reprises où on avait de la relève qu'on rencontrait. Puis malheureusement, le constat, c'est qu'on disait, bien, c'est peut-être pas la bonne personne dans le processus de relève. Puis peut-être qu'on pensait que c'était un autre qu'on ne pensait pas, mais au bout de la ligne, on finit que c'est peut-être un autre individu. Ou collectivement de rassembler un groupe d'individus dans le processus. Donc, c'est là qu'il ne faut pas se fermer les œillères à dire que ça devrait être juste cette personne-là en termes de relève. Puis, je pense que la clé là-dedans, on le dit depuis le début, c'est d'être transparent et de dire les vraies choses. C'est sûr que quand on est dans la famille, c'est plus difficile. C'est là que notre rôle, bien évidemment, on n'a pas de relation familiale, donc on est capable d'adresser les éléments sans blesser les gens dans le processus, mais il vaut mieux le faire dès le début que d'attendre tantôt puis que ça casse. Merci, Alain. Merci, Clara, pour ce bout. À travers aussi, Clara et Alain, ce qu'on observe sur le terrain, c'est aussi le besoin des organisations. On parlait des stresseurs tout à l'heure, on parle du collectif. Ça veut dire quoi? C'est de partager les responsabilités en team, là, en équipe. Et on parle de gouvernance. Hein? On recommande aux PME ou aux organisations publiques parapubliques soit installer ou revisiter la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire quoi? C'est de fédérer, d'organiser les communications à travers plus d'une personne. Donc, chez nous, nous avons réfléchi à ce qui se passait sur le terrain et nous recommandons aux organisations, nous accompagnons des organisations à réfléchir sur leur mode de gouvernance à travers une volonté beaucoup plus collective des gens sur le terrain. Et on y va avec notre pratique qui s'intitule l'ABCD de la gouvernance. Donc, on travaille tous les concepts de la gouvernance autour de l'agilité, autour de la bienveillance, autour du collectif et autour de la diligence. Donc, on se met en mode challenge d'accompagnement des organisations avec un mode diagnostic des prises de décision actuelles et on fait des ateliers avec eux pour arriver à une gouvernance revampée qui correspond beaucoup plus aux organisations. Si on pense à l'agilité, toute la notion peut-être revenir, si on pense à l'agilité, toute la notion de l'agilité parle par elle-même, c'est d'avoir une gouvernance efficace, que ce ne soit pas lourd, que ça corresponde au processus de décision et des intentions des dirigeants. On parle au niveau de l'agilité de toute la notion de la matrice de la compétence qu'on doit avoir autour de la table. Plus on a de compétences autour de la table, plus on développe d'agilité. Il peut y avoir la mise en place d'administrateurs externes à travers des conseils d'administration qu'on met en place. Si on parle de bienveillance, la bienveillance, s'assurer qu'on nous avons la diversité autour de nos tables, qu'on représente notre société, autant au niveau des genres, des sexes et des âges. La bienveillance, on parle aussi d'une saine communication, avoir des plans de communication efficaces, que ce soit d'une PME de 4 personnes ou une entreprise de 150 au Québec. Nous avons beaucoup de problématiques au niveau de nos communications. Il faut les revisiter. Le collectif, puis on en parle depuis tout à l'heure, c'est de voir comment on peut étendre les responsabilités en mode horizontal, mais une gouvernance collective nous amène à mettre des comités à responsabiliser les gens, à les valoriser. Et la diligence, comment bâtir une gouvernance en lien avec notre destinée, notre plan stratégique, notre vision, notre plan de relève, etc. Donc, on invite les gens à travers un processus de relève à réfléchir également sur la gouvernance. Donc, le plan de relève en conclusion, Clara, peut-être nous résumer en quelques secondes, c'est quoi les principales étapes, c'est quoi qu'on retrouve dans un plan de relève? On fait, je dirais, un mini-diagnostic de l'entreprise. Donc, on va aller voir, oui, chacune des fonctions, quelles sont les forces et les faiblesses de chacune des fonctions. Puis, c'est important de le faire. Ça va nous donner un tableau, je dirais, de l'entreprise actuellement. On va voir aussi les aspects financiers parce qu'on va en parler là, tout à l'heure, mais c'est un aspect qui est très important aussi. Puis, tu sais, tout ce qui est assurer la pérennité de notre organisation, c'est ça qu'on veut, dans le fond, dans un plan de relève. Tu sais, ce n'est pas une vente d'entreprise. C'est vraiment qu'on veut assurer la pérennité, puis que les personnes, les dirigeants actuels, ils veulent vraiment que l'esprit demeure. Donc, pour ce faire, bien, il faut qu'ils trouvent des gens qui correspondent à comment ils sont
Puis nous, on va les aider vraiment à monter un plan de cette façon-là et on va les aider à s'assurer que les personnes intéressantes et intéressées pour eux demeurent au sein de leur entreprise. Puis je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Merci. Quand on parle de l'entreprise publique, parapublique, eh bien, c'est de créer finalement, faire le diagnostic au tout départ, hein, s'assurer d'avoir un bon diagnostic pour arriver avec un plan qui implique l'ensemble des personnes. Puis aussi de voir éventuellement notre structure, qui est-ce qui sont nos talents qui poussent, puis voir de quelle façon on peut les mobiliser là, à ce niveau-là. Merci, Clara. Maintenant, on parlait tout à l'heure du devoir. Aujourd'hui, les concepts évoluent rapidement, le management se transforme, le chaud et le froid. On parlait tout à l'heure le chaud qui correspond à toute la notion du management, la gestion, la structure de gestion, les ressources humaines, la stratégie. Maintenant, on va parler, Alain, des éléments un peu plus techniques, mais tout aussi importants qui recoupent les aspects humains parce qu'il y a des attentes à travers tout ça. Donc, lorsqu'on fait un plan de relève, Alain, on y va d'un mode diagnostic. On va voir la faisabilité aussi financière et technique pour sécuriser les personnes, les parties. Exactement. Donc, parmi les processus, Éric, qu'on va regarder, on va en couvrir certains aujourd'hui. Bien que c'est un côté froid, mais tout le temps, il y a un côté chaud à travers tout ça parce que quand on parle de dollars, bien évidemment, ça touche tout le monde. Ça touche autant l'entreprise que ça va toucher évidemment là, les entrepreneurs puis la relève qui arrive. Donc, un des éléments clés qu'on fait dans l'établissement d'un plan de relève, c'est de parler avec les cédants pour leur dire, bien, avez-vous fait un processus de planification financière personnelle? Avez-vous regardé vos besoins de liquidité pour votre retraite? Et pourquoi qu'on fait ça? Souvent, c'est attaché, puis les gens ont l'émotion par rapport à la valeur marchande de leur organisation. Donc, on dit, bien, assurez-vous d'aller chercher un expert en évaluation d'entreprise pour avoir la vraie valorisation de votre entreprise, mais également pour la comprendre. Puis quand on parle de communication dans le processus, bien, on veut que les cédants comprennent le processus d'évaluation, comment ça fonctionne l'évaluation d'entreprise. Donc, souvent, on a le côté chaud qui va venir nous dire, bien, elle vaut tellement plus parce que c'est une belle entreprise puis c'est mon bébé. Mais, ou de l'autre côté, on va dire, bien, elle vaut tant parce que j'ai besoin de temps pour vivre pour ma retraite. Donc, c'est des éléments qu'on doit adresser. Puis je pense qu'un élément clé qu'on adresse, Éric, dans le processus, c'est tout le volet familial aussi. Donc, d'aller parler avec la famille. Donc, les conjointes, dans des situations où il y a des patrimoines familiales, où il y a les enfants impliqués, évidemment, c'est des choses qui doivent être adressées dans le processus pour briser les stéréotypes à travers ça ou la gestion des perceptions, en fait, des individus. Donc, on devra également regarder c'est quoi les besoins financiers de notre relève. C'est quoi la capacité financière qu'ils ont. Des fois que ça ne soit qu'une somme significative, mais qui peuvent intégrer puis se sentir impliqués dans le processus de relève. Puis également, on va faire ce qu'on appelle notre capacité financière d'entreprise. Comment l'entreprise peut supporter une structure de financement puis gestion des liquidités à l'intérieur de tout ça. Hey Alain, là-dessus, en même temps, quand tu travailles dans une organisation publique, parapublique, il y a toute la notion de profondeur d'analyse budgétaire. Hein, parce que là, tu vas avoir des jeunes qui vont pousser, avoir une pression sur la masse salariale. Donc, comment ça va avoir impacté mes budgets? Exactement. Tu me devances un petit peu, Éric, sur ma prochaine slide, mais tu as totalement raison. Évidemment, on va regarder toute la question budgétaire parce que les gens veulent grandir dans les organisations, veulent avoir des bonifications, veulent avoir d'autres méthodes de rémunération. Mais évidemment, tout ça a un lien direct sur la gestion des liquidités, la capacité financière. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie qu'on a vécue, il y a certaines entreprises ou organismes que la santé financière est plus défavorable que favorable ou vice-versa. Je pense que le message à travers ça qui est important de retenir, c'est qu'il existe plein de scénarios. Donc, il n'y a pas, malheureusement ou heureusement, il existe une panoplie de scénarios de transfert d'entreprise. Et les enjeux fiscaux qui sont reliés à ça, c'est que la beauté, c'est qu'évidemment, dans les contextes de relève familiale, le projet de loi 208 qui était déposé en Chambre au niveau du fédéral va permettre éventuellement l'exonération de gains capital pour des transferts familiaux sous réserve de grosse nouvelle, c'est un gros parti, ça, là. Exactement. Donc, on a très hâte que le gouvernement là, puisse adopter ce projet de loi. Mais je pense qu'il est important de mentionner là-dedans, c'est qu'on doit aussi, dans le cadre de notre plan, voir les éléments. Est-ce qu'il y a des choses à planifier à l'avance? Parce qu'il faut comprendre qu'en termes de fiscalité,
Évidemment, l'enjeu de temps est important. Il y a certaines règles qui doivent s'appliquer, un certain nombre de mois de préparer les transactions. Donc, attendez pas à la dernière minute pour arriver puis préparer tout ça. Quand on parle de faisabilité financière, là, donc, on voit la setup suivante, on parlait tantôt, Éric, de toute la question de réaliser les budgets et résultats et ses flux de trésorerie. Donc, on le sait qu'évidemment, que la situation de crise, il y a certaines entreprises qui ont vécu une situation de crise difficile. Il y en a d'autres, évidemment, certaines en notion de liquidité. Ils n'ont pas eu de problème de liquidité parce qu'il y a eu des injections de dette. Donc, on a vu des prêts qui ont été injectés par les gouvernements, par différentes institutions financières. Mais évidemment, on va commencer à embarquer dans la phase de remboursement de ces dettes-là. Et on devra également anticiper quelle sera la situation à la normale tantôt pour ces entreprises-là. Quel est l'impact de la relève potentielle dans le processus? Puis, c'est très important, puis on le dit à travers les plans, établissons des plans et des budgets de caisse pour les liquidités au niveau de l'organisation, en incluant évidemment les financements des créanciers et des cédants. Donc, s'il y a des gens qui veulent céder une balance de prix de vente, parce qu'on va voir que ça fait partie de la clé, parce qu'on ne veut surtout pas, évidemment, créer de déception d'une part et l'autre. Puis, à l'intérieur de la communication, je reviens à ça encore parce que c'est très important, c'est de l'expliquer aux gens c'est quoi l'impact. Parce que très souvent, autant la relève ou des fois les cédants ne maîtrisent pas l'impact des ratios financiers, des ratios qui peuvent être exigés par les créanciers à l'intérieur du processus. Puis c'est quoi la première chose qu'on veut comme un cédant? Bien, évidemment, c'est d'avoir notre argent. Mais évidemment, comme repreneur, ce qu'on veut, c'est payer les cédants pour qu'ils s'en aillent le plus vite, comme on dit, pour profiter du profit futur. C'est ce qu'on voit. Mais évidemment, il faut avoir un beau mix à travers ça pour ne pas créer les déceptions entre les deux, entre les groupes à l'intérieur de la table. Et Alain, quand on fait le diagnostic pour faire le plan de relève au départ dans l'intervention, on va identifier ces faisabilités-là. Exactement. Donc, on va être déjà en mesure de pouvoir identifier, y a-t-il des endroits où ça va être plus des difficultés, puis on va être capable de les adresser. Et également parce qu'on a vu, Éric, des situations où on voit des cédants qui pensent arriver, ils n'ont pas nécessairement l'argent, c'est la valeur de l'entreprise des propriétaires, mais ils veulent s'approprier tout et tout changer. Donc, de là, la relation avec le plan, la planification stratégique, d'intégrer les gens dans la communication. Parce qu'on l'a vu à l'intérieur de nos plans, quand les gens comprennent ce qui se passe, ça va mieux, ça coule beaucoup mieux, puis on gère beaucoup mieux les attentes des parties. Là, tu viens de toucher un point sensible et intéressant, c'est quand tu dis, quand ils sont dans le coup. Donc, ça veut dire la stratégie d'informer les gens, la communication à travers un processus comme celui-ci, donner un suivi, donner de l'information, vulgariser, former les gens sur comment ça fonctionne. Donc, je crois que c'est essentiel pour ramener les deux parties ensemble. Exactement. Puis, tu sais, Éric, on a parlé de l'importance de communiquer aussi, autant pour les cédants que les repreneurs, les objectifs familiaux de ces personnes-là. Donc, souvent, ils ont des enfants, ils ont un conjoint-conjointe. Est-ce que les conjoints-conjoints sont prêts à les suivre et les supporter dans le processus? Parce que des fois, on va voir des prises de garantie sur des biens personnels ou autres. Donc, évidemment, c'est des éléments qui sont importants dans le processus. Fait que c'est pour ça que, bien qu'on est sur le côté froid, on aborde beaucoup le côté chaud et le côté humain du processus. Ben, c'est important, Alain, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Tu vois, la semaine passée, un épicier qui vient me rencontrer, qui veut intégrer son directeur de la boucherie, son directeur du prêt-à-manger. Il veut les intégrer à l'actionnariat. Ces personnes-là, c'était peut-être pas prévu dans leur vie qu'ils deviennent actionnaires. Donc, ils vont devenir des actionnaires travailleurs. Donc, le souci de bien informer, de bien expliquer est déterminant dans ça, là, avec la vague de rétention de main-d'œuvre, tout ce qu'on veut faire là, comme intégration de l'actionnariat dans la société. Exactement. Il faut que les gens comprennent, puis tu as raison, on l'a vécu dans certains dossiers, comme tu sais, où quand on arrive avec la relève, puis il faut que tu commences à signer et à cautionner avec l'institution financière des prêts, bien, il y en a certains qui n'avaient pas réalisé le processus. Donc, ça fait partie de nos diagnostics qu'on intervient avec les gens pour leur présenter le processus à l'intérieur. Puis, tu sais, Éric, il existe différentes structures également. Tu sais, on parle de fiducie d'employés clés, on peut parler de société d'employés, où il y a d'autres formules également qui existent de rétention pour favoriser, que ce soit des bonis qui soient décalés dans le temps également en termes de bonis de rétention ou autre. Donc, je pense que la clé là-dedans, c'est que le coffre à outils est plein. On a plein d'idées et d'éléments qu'on peut apporter. Puis évidemment, pour certains, ça peut être intéressant. Pour d'autres, l'autre outil va être intéressant. Il faut se mettre dans une période de réflexion avec un checklist. Hein, c'est là qu'on est.
c'est quoi que je dois prévoir, convention d'actionnaires, l'ensemble, les droits des minoritaires, que ce soit dans les organisations publiques maintenant, toutes mes disponibilités budgétaires au niveau de mon prochain quinquennal, donc toute la notion des fourchettes de rémunération lors de mes promotions, plan de promotion, etc. C'est toutes les choses. La planification financière, Alain, on ne peut dissocier ça de la réflexion d'un plan de relève. Non, exactement, parce que, tu sais, on revient au côté humain, Éric, mais tout le monde a besoin d'argent pour vivre, payer leur bien personnel. Puis, évidemment, je pense que l'élément clé derrière tout ça, Éric, c'est, on l'a mentionné, assurer la pérennité de l'entreprise. On est là pour ça. C'est sûr que si, comme on dit tout le temps, on vide la société ou on l'endette à un niveau où elle va être en difficulté financière, c'est pas mieux, là. C'est pas ça l'objectif. On n'est pas dans un processus de vente d'entreprise où on se dit, on ne s'inquiète pas pour les acheteurs, ils s'arrangeront. Non, non. On est inquiet pour les acheteurs, pour la relève, parce qu'on veut les accompagner et on veut une continuité. C'est ça qui est la grande distinction dans le processus. Là. Et ce qui est important aussi, Alain et Clara, de soulever, c'est que présentement, il y a de l'argent dans le système. Hein, il y a un appétit, là. Il y a un appétit à de l'argent dans le système. L'ensemble des joueurs financiers offrent toutes sortes de supports. Par contre, il est important de prévoir un plan progressif. On peut y aller par étapes, mais on pense un 3-5 ans, mais il est important de débuter par une saine réflexion et de prévoir un plan progressif, Alain, où il peut y avoir un décaissement au départ, une certaine valorisation qui se décaisse, et faire un plan de décaissement, mais surtout, Clara, un plan d'intégration en parallèle à la direction, la responsabilisation, une gouvernance, matrice des pouvoirs, délégation, etc. Donc, il faut se mettre en mode progressif. Tout à fait. C'est important. C'est ça, ça prend quelques années. Là. On n'a pas le choix parce qu'il faut commencer à les impliquer, je dirais quand même assez rapidement. On le voit, là, les gens qui ressortent. Fait que c'est important de les impliquer et puis oui, d'y aller progressivement. Comme je le disais tantôt, on parle d'un transfert, hein, ce n'est pas une vente d'entreprise, donc c'est tout à fait différent. Les cédants les dirigeants actuels vont demeurer, mais il faut vraiment, oui, prendre d'avance puis quelques années. Là. Ce qu'on voit, c'est vraiment quelques années. 3-5 ans, ça ressemble pas mal à ça. Et aussi, on a des entrepreneurs, Alain, au niveau de la perception de la faisabilité de devenir actionnaire. Hein, il y a un mécanisme du gel successoral qui permet avec une injection de fonds assez minimale, mais par contre, on fait face à une des situations historiques où la compétence des gens peut être monnayée fortement. Donc, j'ai besoin d'un directeur de production. Écoute, la mise de fonds aujourd'hui devient secondaire parce que les produits financiers qui existent peuvent balancer tout ça. Exactement. Bon point, Éric. Effectivement, des fois, on pense qu'il nous faut beaucoup d'argent pour embarquer, mais dès qu'on a la volonté des cédants ou de l'entrepreneur d'intégrer de la relève, évidemment, il y a des mécanismes fiscaux et légaux qui nous le permettent de le faire. Puis il y a de l'argent disponible. Il y a de l'argent pour de la relève. Il y a des programmes qui existent des fois de subvention. Très souvent, bien évidemment, on connaît les prêts garantis, mais il existe également à travers plusieurs institutions financières, des créanciers, des prêts non garantis, ce qu'on appelle des prêts sur liquidité, donc dépendamment de la liquidité de l'organisation, à des taux d'intérêt qui sont très compétitifs. On a également la notion de prêt en équité, donc des prêteurs en équité, donc pour lesquels on balance, puis on peut même étirer le financement et les paiements à plus long terme. Donc, ils vont participer comme créanciers au processus de relève eux aussi, puis ils vont se sentir impliqués dans le processus. Fait que ça, je pense que c'est un élément qui est important de soulever. Puis la balance de prix de vente, très souvent, Éric, comme tu l'as dit, s'il y a moins d'argent qui est mis de la relève, bien évidemment, les cédants sont prêts à laisser un peu plus d'argent sur la table dans le temps, puis faire un transfert progressif. Tu sais, on n'est pas obligé de faire un transfert. On ne parle pas ici de vente d'entreprise, mais on parle d'une relève. Puis quand on parle de relève, ça ne veut pas dire que ça se fait en dedans d'un an. Ça peut être fait sous différentes formules, puis on le sait, on n'a pas une entreprise qui le fait pareil. Chacun le fait à son rythme en fonction de la capacité. Puis des fois, il y a des capacités de rembourser plus rapidement en fonction de la capacité financière de l'organisation. Je pense qu'il y a un point, Éric, j'ai vu une question passer dans le chat. Je pense qu'il y a un point qui est important qui est de soulever. Tu sais, des fois, on dit, bien, comment on fait pour accompagner la relève puis les repreneurs en même temps? Tu sais, on est-tu parti pris? On est-tu? Je pense que c'est là qu'il faut distinguer notre approche dans le processus. On se trouve dans une position de centre pour représenter l'entreprise. On n'est pas là pour vendre l'entreprise pour les cédants. On n'est pas là pour acheter l'entreprise pour les repreneurs.
on est là pour accompagner l'ensemble de tout ce beau monde-là dans le processus puis la continuité de l'entreprise. C'est là qu'est la clé de la communication, parce que souvent, hein, on pense que notre entreprise vaut tant, mais on ne comprend pas pourquoi qu'elle vaut tel dollar. C'est vrai d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est déterminant, Alain. Et ça, c'est des anciens réflexes des années 80, où les partis se parlaient au téléphone, etc. Nous, on est dans une situation de relève. Il est important de se mettre en mode concertation. On recommande de mettre un comité de relève dans l'organisation pour faire le suivi du plan, de faire de la concertation. Par contre, il peut y arriver des situations plus délicates où on invite les partis à travailler avec un autre professionnel au niveau de certains moments spécifiques, comme la détermination du prix. Donc, mais je crois qu'il faut vulgariser autour de la table, il faut partager les intentions. La relève, c'est la réunion d'un collectif qui est une relève qui pousse, puis des gens, des seniors qui sont épanouis, mais qui veulent cohabiter encore pendant 3, 4, 5 ans. Donc, on ne peut pas se mettre à une partie d'un bord, une partie de l'autre, sinon on perd la communication, puis on perd la synergie. Exactement. Donc, à la question… Vous l'avez bien dit, Eric, la durée de temps, ça dure en fonction de la volonté de l'ensemble de ce monde-là. Effectivement, effectivement. Donc, à la question, on a toutes sortes de questions. Est-ce possible d'intégrer nos employés à l'actionnariat? Bien sûr. Bien sûr. Il existe des moyens, mais il faut surtout faire une bonne démarche de réflexion, s'asseoir avec ces gens-là, démystifier tout ça, faire le tour de la question. Donc, c'est important. Un plan, un plan, un plan. Un plan sous-tend en mode diagnostic, analyser où nous sommes aujourd'hui, où est-ce qu'on veut se rendre, faire notre chemin et faire le chemin des personnes, puis rallier tout ça avec l'ensemble des éléments de la faisabilité de notre management en lien avec nos besoins, la faisabilité financière en lien avec le projet, notre faisabilité budgétaire pour les organisations publiques, parapubliques. Donc, je crois que ce sont des thèmes très importants. Écoutez, ça va vite, chers amis. On est déjà à la fin de notre présentation, avant la période des questions ou presque. Mais je m'en voudrais de vous laisser sans vous poser la question. Clara et Alain, je vais débuter par Clara. Quel est le top 2 ou top 3 des principales recommandations à faire ou ne pas faire là, dans une situation de processus de relève? Moi, j'aurais le goût de le diviser en deux. Je vais donner un conseil pour les dirigeants actuels, puis un conseil pour les repreneurs éventuels. Pour les dirigeants actuels, les propriétaires, ce que je leur dirais, ce serait vraiment d'identifier vos employés clés rapidement, puis mettre en place des structures de communication avec eux. Fait que mon conseil pour eux, ce serait ça. Vraiment d'identifier les gens rapidement, même si vous pensez que vous êtes tôt. J'ai vu dans les questions tantôt, là, les gens demandaient combien de temps. Identifiez-les. Quand vous voyez des gens intéressants, il faut les identifier. Il faut commencer, je crois, des démarches avec eux rapidement, surtout en ces temps-ci de pénurie extrême, je dirais. Donc, moi, ce serait le conseil numéro 1. Puis aux repreneurs, ce que je dirais, aux repreneurs ou aux jeunes qui poussent dans les organisations, s'il y en a qui sont présents aujourd'hui, je leur dirais, avant si vous avez un intérêt réel pour aller de l'avant dans une organisation, bien, manifestez votre intérêt. Au lieu de magasiner des jobs, d'aller voir ailleurs, manifestez votre intérêt. Puis je pense que vous pouvez avoir vraiment des belles surprises. Puis c'est de cette façon-là qu'on va faire des maillages, je dirais, gagnant-gagnant, puis qu'on va pouvoir assurer là, une bonne pérennité au sein de nos organisations. Toujours aussi pertinent. Donc, Alain, toi, ton côté? Bien, écoute, je vais bonifier un peu ce que Clara a dit. Évidemment, je pense que la question, c'est le plan. On revient à ça, Eric. Je pense que l'élément, là, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est qu'un plan n'est pas un rapport qu'on va mettre sur la tablette, loin de là. C'est des actions concrètes qui sont faites, puis on revient sur la communication. Puis la clé là-dedans, on le vit, Eric, régulièrement, c'est les gens ne communiquent pas assez. On crée des déceptions. Les repreneurs, ils disent, ben, il ne veut pas vendre son entreprise, il ne veut pas m'intégrer dans l'entreprise, même si on ne parle pas de vente. Et à l'inverse, on va dire, ben, notre relève ne semble pas être intéressé dans l'entreprise. Fait que la communication, c'est la clé. Puis dès qu'on embarque dans le processus puis que les gens se sentent interpellés, bien évidemment, je vous dirais que la chimie, elle colle un peu plus. Okay? Fait que c'est l'élément clé derrière tout ça. Merci, Alain. Écoutez, je vois certaines questions. Quelle est la différence entre un plan de relève versus un plan d'affaires? Écoutez, finalement, un plan de relève, c'est un plan d'affaires, mais en incluant tout l'aspect des intentions des personnes. Aller à l'intérieur des personnes pour bien connaître
leurs intentions, leur profil. Donc, j'ajouterais tout l'aspect humain d'un plan d'affaires, mais inévitablement, pour un plan de relève, il y a un impact, oui, un impact humain, mais un impact financier également, comme Alain le mentionnait tout à l'heure. Nous, de notre côté, de la façon qu'on travaille avec notre clientèle, c'est vraiment sous un mode diagnostic de départ parce que chaque organisation est rendue à un niveau différent. Et c'est bien important de mettre à niveau où l'organisation est rendue d'abord dans ses intentions. Présentement, les dirigeants sont rendus à quel âge, mais en même temps, quelles intentions ils ont face à leur implication dans les décisions. Quel est leur chemin finalement dans les prochaines années, quel est leur désir, mais en même temps aussi revenir auprès des plus jeunes qui poussent dans l'organisation. Créer vraiment un échange par l'écoute neutre avec une indépendance et amener à travers tout ça des recommandations dans un plan qui s'appelle un plan de relève autour duquel la plupart du temps on va revisiter les rôles et responsabilités, on va revisiter la structure organisationnelle, on va revoir les modes de gouvernance, on va recommander des modes de communication, on va vérifier la faisabilité financière de notre projet, l'impact budgétaire de notre plan de relève, la faisabilité technique, financière, fiscale, la faisabilité d'un financement. Il faut se mettre en mode faisabilité pour que les gens baissent leur stresseur et qu'une fois pour toutes l'opinion que c'est faisable d'entamer un plan de relève. Oui, les employés clés, c'est intéressant. Par contre, faites attention, il faut être sérieux lorsqu'on entreprend une démarche comme celle-ci et il faut être en mesure de donner un suivi, une dynamique de suivi, de feedback, où on est rendu, etc. Donc, écoutez, en passant, je voulais vous inviter, si vous avez des questions, vous avez le goût de prendre un café avec nous, ça sera possible, vous avez nos coordonnées. Pour les entreprises privées aussi, nous avons un diagnostic en ligne, un diagnostic numérique qui peut être intéressant pour vous. Donc, vous pourrez nous interpeller, on pourra vous fournir ces éléments-là. Donc, nous serions rendus, on a répondu à quelques questions en cours de route. Donc, on est rendu à la période de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en ont ajouté, Clara et Alain, à travers la présentation. On peut faire le tour. On a parlé du délai. Écoutez, en dedans de 3 à 5 ans, c'est très, très difficile. Dépendamment des organisations, ce qu'on recommande, nous, lorsqu'on a 5 ans devant nous, on considère qu'on a une matière intéressante. Quand on est dans l'entreprise privée, ça peut nous permettre de faire le plan pour la valorisation du patrimoine et des besoins des individus, en même temps que le transfert de direction. Donc, en 5 et 10 ans, ce sont des périodes raisonnables. Peut-être, Éric, répondre à la question de Dave, là, la question, la reprise collective. Donc, c'est chose qu'on voit de plus en plus, évidemment. Donc, même dans les contextes familiales, on va voir qu'au-delà de la famille, on va intégrer d'autres employés clés. Parce qu'évidemment, on l'a dit tantôt, les gens, les ressources, les expertises, bien évidemment, ça fait partie des éléments à compléter dans l'entrepreneur. Puis les entreprises ont évolué également dans le temps. Donc, oui, c'est faisable. Oui, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les dernières années. Alain, c'est 70% des transferts actuellement se font sous un mode hybride. C'est assez facile à comprendre. Le baby boomer en soi au Québec avait 2 enfants, 2 à 3, c'est 1,86 précisément la statistique. Et il est très rare que les 1,86 ou les 2 désirent s'impliquer à l'actionnariat. Donc, et comme on sait qu'environ le ratio de remplacement d'un dirigeant aujourd'hui est à 1 pour 3, c'est 3 pour 1, entre 2 et 3 pour 1. Donc, si on fait l'équation, il y a une nécessité d'intégrer des personnes clés hors famille. Et je vous dirais que c'est quand même assez intéressant et positif de le faire. Donc, une bonne question, Dave. Oui, mais en même temps, la même chose, prendre le temps de faire l'entretien avec la cellule familiale. C'est bien important de protéger la cellule familiale, mais en même temps, en 2022, l'intégration de personnes clés avec des compétences clés, que ce soit dans la famille ou non, est une nécessité pour la pérennité des organisations. Donc, pour ce qui est de M. Hartmann, j'aimerais savoir comment rattacher les employés à une compagnie pour qu'ils aient ce sentiment d'appartenance et qu'ils se l'approprient à travers leur travail. C'est intéressant, on a parlé, Alain et Clara, le profil actionnaire-travailleur. Donc, on a parlé de droits des minoritaires. Encore une fois, c'est important de bien réfléchir à cet aspect. Donc, on a parlé de gouvernance. Tu peux être un travailleur, avoir de l'actionnariat,
Tu n'es pas obligé d'être administrateur d'entreprise. L'important, c'est d'avoir une saine information sur le plan financier de l'organisation. Donc, d'être actionnaire, bien, écoute, tu as le sentiment de propriété et tout ça se fait très bien, mais il est important de bien expliquer les impacts, les responsabilités lorsque tu deviens actionnaire d'une entreprise, parce que pour quelqu'un qui n'a pas le profil, qui n'a jamais pensé faire ça dans sa vie, il faut démystifier auprès de la personne et surtout auprès de ses environs, que ce soit conjoint, conjointe ou autre, pour s'assurer qu'ils sont prêts à l'aventure. La plupart du temps, c'est une très belle aventure. Par une convention d'actionnaires bien faite, on peut protéger les responsabilités des minoritaires. Donc, je vous dirais aussi, Alain et Clara, que le mouvement coopératif reprend de la vie beaucoup plus qu'autrefois, où on peut mettre sur pied une coopérative de travailleurs actionnaires qui rejoint le collectif avec un leadership qui s'installe. On en voit de plus en plus qui prennent ce modèle également. Exact. On voit également des fiducies d'employés clés, Eric. Puis je pense que l'élément qui est important de soulever, il y a évidemment des situations où, même si l'employé ne devient pas actionnaire, il y a des mécanismes de distribution de profit ou de rémunération qui peuvent arriver également au niveau des employés. Puis l'important, c'est le sentiment d'appartenance qu'il faut renforcer par rapport aux employés. Effectivement. J'ai une question ici. L'accompagnement de Raymond Chabot dure combien de temps environ? Un diagnostic bien fait en planifiant les entrevues des personnes concernées avec une analyse de l'information pertinente. C'est avec les tests psychométriques, etc. C'est un processus qui s'étend autour de 6 à 8 semaines. La plupart des interventions sont admissibles à des programmes de subvention qui appuient les organisations, les entreprises au niveau de ces frais professionnels-là qui ne sont pas habitués d'encourir. Mais ce qu'on va recommander dans le processus, c'est de mettre une table dans l'organisation, que ce soit public, parapublic, dans l'entreprise, pour suivre le plan de relève. Donc, je vous dirais que les blocs importants, là, quand on parle des premiers transferts, de gel successoral, etc., donc, on parle de 6 à 8 semaines pour la première intervention. Habituellement, nous, on offre l'accompagnement, mais en gros, puis Alain et Clara, vous pourrez me corriger, mais les premières étapes pour installer une vraie relève, là, ça va se cristalliser surtout au bout de 12 à 18 mois, où là, il va y avoir des premiers gestes concrets. Et là, les gens vont s'habituer dans la nouvelle gouvernance, la façon de faire. Donc, c'est un début d'un modèle collectif. Et il y aura ça c'est un premier bloc, première étape, hein, autour de 12-18 mois à concrétiser une première étape, mais on dit que ça s'étend sur 3-5 ans où il y aura d'autres étapes pour arriver à rejoindre les intentions des cédants et des repreneurs. Exact. Éric, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont défilées, puis malheureusement, le temps file, mais les gens, gênez-vous pas évidemment à nous acheminer vos questions. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Puis évidemment, la présentation va être acheminée également à l'ensemble des participants cet après-midi. Donc, gênez-vous pas pour nous contacter, comme on dit. Effectivement, une autre dernière question, comment accompagner le cédant ou les repreneurs? Donc, lorsque des tests psychométriques, Clara, plan de développement, donc ne pas se gêner d'utiliser des coachs qui nous aident à bâtir nos J'ai vu aussi le rôle, il y avait des questions au niveau du rôle du cédant. Est-ce que c'est lui qui coach? On fait affaire avec des gens à l'externe. C'est sûr que je vous dirais que les dirigeants actuels ont une responsabilité, puis nous, on travaille beaucoup avec eux parce que oui, ils ont à transférer, je dirais, l'essence de leur entreprise. Mais d'avoir de l'accompagnement externe, bien, nous, on accompagne beaucoup de clientèle. On accompagne beaucoup les jeunes, je vous dirais, on les coach justement au niveau du management, donc de prendre leur place. On les accompagne à ce niveau-là. Puis souvent, on travaille aussi avec des cédants, avec des dirigeants d'entreprise pour les aider, je vous dirais, avec le lâcher-prise. Donc, on accompagne là, beaucoup à ce niveau-là. Merci, notre temps est écoulé. Ouais. Écoutez, comme Alain le disait tout à l'heure, communiquez avec nous. Il y a des gens qui aimeraient avoir la présentation. Nous, on aime toujours créer un échange, prendre un café avec les personnes. Donc, communiquez avec nous, ceux qui aimeraient utiliser le pré-diagnostic virtuel, mais de prendre un bon café pour répondre à vos questions. Un café virtuel, finalement, hein, c'est ça. Donc, ça va nous faire plaisir pour vous expliquer le processus à mettre en place. Que ce soit avec nous ou avec d'autres, on est là pour vous, on est passionnés de tout ça. Écoute, Clara, merci beaucoup de ta belle collaboration, toujours intéressante. Alain, écoute, toujours un plaisir de travailler avec toi, c'est extraordinaire. On a fait une belle démarche ce matin.
Donc, merci beaucoup de ce bel entretien et j'espère que nos gens sauront apprécier. Merci à tout le monde. Merci, oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye.